Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et voici l'épisode numéro 78. Cette semaine, nous revenons sur la 105e édition des 500 000 d'Indianapolis, remportée de main de maître par Helio Castroneves, qui est passé à l'histoire en passant. Alors, ladies and gentlemen, start your engines! Alors bonjour ou bonsoir, peu importe où vous êtes où nous écoutez. Bienvenue à ce nouvel épisode du Bulletin GP. Avant de parler de cette fête de la course automobile, que sont les 500 000 d'Indianapolis, nous avons eu malheureusement une triste nouvelle avec le décès du motocycliste suisse Jason Dupasquier qui a succombé à ses blessures à l'âge de 19 ans, des blessures subies lors des qualifications de la Moto 3 dans le Grand Prix d'Italie à Mugello. C'est malheureusement un rappel pour dire que la course automobile est et sera malheureusement un sport très dangereux à pratiquer. Il n'existe pas de risque zéro. Alors, qu'on le veuille ou non, même si on améliore et avec raison tout ce qui est sécuritaire, en fait, on peut pas empêcher malheureusement la faucheuse de venir dans la cour du sport automobile. Alors, je voudrais, en mon nom personnel et ainsi qu'au nom du Bulletin GP, offrir toutes mes sincères condoléances à la famille et aux proches, ainsi qu'aux adversaires de Jason Dupasquier, qui nous a malheureusement quittés beaucoup trop tôt. Donc, on va passer maintenant de cette tristesse vers, comme je le disais, la fête de la course automobile que sont les 500 000 d'Indianapolis. Et pour parler de cette 105e édition, j'accueille avec moi Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut à deux. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oh oui, ça va très bien, merci. As-tu apprécié ces 500 000 d'Indianapolis? Oui, j'ai apprécié beaucoup. Était moins accidenté que l'habitude, mais j'ai bien aimé. On va le prendre, moins d'accidents, surtout dans les circonstances où on a perdu un compétiteur au cours de la fin de semaine. Je pense que ça se prend bien, puis le spectacle a été très intéressant. Alors, comme je l'ai dit, on va parler de l'IndyCar des 500 000 d'Indianapolis. Alors, c'est une course, c'est la 105e édition qui avait lieu devant 135 000 spectateurs, qui est un record pour le plus grand nombre de personnes au cours de la pandémie. Donc, c'est quand même quelque chose et ça a été un très bon spectacle. La course a été remportée par Helio Castroneves chez Myoshank Racing, qui obtient sa première victoire en même temps en IndyCar en tant qu'équipe. Et il termine devant Alex Palou sur Chip Ganassi Racing et Simon Pagenaud sur Penske en troisième place. Alors, c'est une quatrième victoire pour Castroneves qui rejoint Rick Mears, Alan Sepper et AJ Fort parmi les pilotes qui ont remporté l'Indy 500 à 4 reprises, qui est un record de cette compétition qui a débuté en 1911 au Indianapolis Motor Speedway. À 46 ans, il est même le quatrième plus vieux pilote à remporter une course du Indy 500. Alors, Ana Maria, en général, est-ce que tu trouves que cette victoire de Helio Castroneves, elle est méritée, même populaire, étant donné que c'est un pilote qui est très apprécié autant par les fans que par ses adversaires?
Oui, mais c'était quand même une belle victoire, il était très mérité, il a beaucoup travaillé, pour rester là en avant pendant beaucoup de temps pendant la course. Mais que, oui, c'est une belle course et il rejoint la 4e Indy 500 et tu as vu quand c'était fini, c'est lui et Montoya qui se donnent un gros câlin. Ouais. Parce que dice Montoya était là aussi, pour lui c'était comme il essayait de gagner son 3e et Ouais. il était quand même mal parti. Ben, non seulement Montoya, mais tu avais aussi des pilotes comme Will Power, Simon Pagenaud, je pense. Dixon qui était très bien en avant et tout s'est mal passé. Ouais, et on va reparler de Scott Dixon aussi, qui est parti en pole position et qui aussi a fêté aussi avec Castro Neves. Et d'ailleurs, je pense personnellement, c'était une victoire, c'était le pilote parfait pour le retour des fans au Brickyard, parce que si vous ne connaissez pas Castro Neves, c'est un pilote qui aime célébrer à la manière de Spider-Man, donc qui va monter sur les clôtures pour célébrer avec les fans. Et je pense que ça, c'est un symbole parfait, comme un genre de petit retour à la normale, en fait. Parce que on s'entend, la victoire de Takuma Sato l'année dernière devant des tribunes vides, il y avait personne. Non, non. Ça enlève un peu le charme de la célébration d'une course qui est difficile à remporter. Il faut se le dire, les 500 000 d'Indianapolis, c'est une question d'expérience, d'intelligence, de gestion. Et quelqu'un comme Castro Neves, qui est un pilote, comme je l'ai dit, très populaire, autant auprès des fans que des pilotes qui le fait, ça a été toute une joie de le voir célébrer avec les fans. Même si ça me fait très mal. Ouais, parce que évidemment, il y a Alex Palou qui est derrière, qui finit deuxième, et Pato Ward qui est 4e aussi. Et on va reparler du pilote mexicain. Mais pour revenir spécifiquement à la victoire de Castro Neves, moi je dois dire, il a quand même été excellent, parce que évidemment c'est une question d'expérience. Il s'est servi du trafic pour dépasser Alex Palou dans les à 2 tours de la fin. Et on sait que pour ceux qui n'ont pas regardé le Indy 500, il n'y a pas de drapeau bleu. C'est tout le monde roule à la vitesse qu'ils vont, puis débrouillez-vous pour dépasser les retardataires. Alors, je trouve que Castro Neves a justement utilisé son intelligence de course pour dépasser une voiture qui était clairement plus rapide que celle qu'il avait en ce moment, en la Ganassi de Palou. Alors, toi, Anna Maria, qu'est-ce que tu as pensé en fait de cette stratégie de Castro Neves? Mais disons que la voyais venir déjà parce que il interchangeait la place à chaque fois, mais c'est sûr que lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il connaît la course, même si il est pas dans la session normale de IndyCar, il connaît très bien son circuit et tout, mais on peut rien l'enlever. Je disais, regarde, Palou il a vendu ça. Il vient de faire son 2e session IndyCar et lui est comme les 46, c'est le double de, pas juste de âge, c'est l'expérience aussi, beaucoup d'expérience. Mais que, quand même, disons que pour les circonstances, Palou, il était très bon. Il était très bon, lui, parce que pour un gars qui est son 2e année, c'est la première fois que lui a un auto assez rapide pour rester là. Lui a sauté 6e, mais il a bien géré ça como quelqu'un pour quelqu'un qui a pas presque pas beaucoup d'expérience non plus.
Mais il faut se dire que Elio, c'est Elio. Ouais. On peut y rien faire, mais lui a préparé son coup et en plus, il tout raté. Pour Palou, ce qui a fait beaucoup de dommages, c'est l'arrêt de Félix Rosenqvist, qui était allé presque à la dernière presque le dernier tour. Ouais. Le dernier 5 tours, il a fait son arrêt, il a raté son arrêt aussi. Fait que c'est lui qui a causé tout le trafic en avant. Ouais, exactement, parce que dans les derniers tours, il y avait Takuma Sato et Félix Rosenqvist qui étaient les premiers, mais ils devaient s'arrêter parce que ils n'avaient presque plus de d'essence à bord. Oui, je pense que Rosenqvist a eu même une pénalité parce que je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je pense que c'est pour le trafic ou quelque chose. Limite de vitesse. Comme Scott McLaughlin aussi un peu plus tôt aussi durant cette épreuve. Mais pour revenir en fait à Castroneves, quand en après-course, quand il disait qu'il utilisait le trafic, c'est parce que il faut profiter de l'aspiration. Et sa voiture a été tellement... C'est sûr, ce n'était pas au niveau de Ganassi, parce qu'il faut expliquer que Meyer Shank Racing utilise aussi tout l'aspect technique de Penske. De Andretti, pardon, je pense. C'est ça. C'est Andretti. Ils utilisent tout l'aspect technique de Andretti qui a clairement les meilleurs, de très bonnes facilités, mais présentement n'est pas au niveau de Ganassi cette saison. Et avoir un pilote expérimenté en Castroneves qui sait comment bien gérer le trafic, même avec une voiture qui est moins rapide. Je dis bien moins rapide parce que on s'entend que Palou, comme tu l'as dit, aurait dû gagner. Ça aurait été un vainqueur tout aussi logique que Castroneves. Mais l'expérience, c'est là. C'est de savoir dealer avec le trafic, l'aspiration. C'est ça. Oui, Elio, il s'est gardé pour la dernière coup parce que s'il aurait dépassé à chaque fois qu'il a dépassé, Palou, il était capable de le rattraper et de dépasser tout de suite. Fait qu'il a préparé son coup juste à la dernière minute. C'est ça, c'est de le surprendre. Puis ceux qui connaissent, ceux qui ont vu Castroneves savent que c'est un pilote qui est intelligent, mais qui est aussi comment je dirais? Très habile. Très agile, surtout ça aussi. Alors, et en plus, avec les pneus qu'il avait, c'était presque 25 tours, entre autres pour Palou. Il était à peu près la même chose, les deux, je pense. C'est ça. Les arrêts de Palou, Patoa et Elio, c'était comme à peu près la même... les mêmes tours, tout le monde est sorti à la même place. Et oui, exactement. Et je dois dire quand même que, comme on l'a dit, c'est de l'expérience. Et je sais qu'il y a toute cette controverse concernant 2002 lorsqu'il a gagné devant Paul Tracy qui était le vainqueur pour une histoire de drapeau jaune localisé, je pense, avant le dépassement, après, mais ça a été une controverse et Castroneves a gardé sa victoire, mais il est capable d'être comme tel un prédateur devant sa proie, de vraiment le chasser et d'attraper sa proie de manière très intelligente, mais de manière fougueuse. Et on l'a vu aussi avec Palou. Et je suis très content que de voir un pilote comme Castroneves gagner, parce que on a dit, bon, ok, il a 46 ans, évidemment, il y a tout ce mouvement jeunesse en IndyCar qui prend son ampleur, mais les vieux font encore le travail. Castroneves a 46 ans. Évidemment, tout le monde se référait au fait que Penske en 2017 a dit merci pour tes services
Elio, mais on n'a plus besoin de toi. Je ne pense pas qu'il fallait le percevoir comme ça, comme un gros doigt d'honneur à Roger Penske. Je pense que peut-être qu'il a sous-estimé sa capacité à conduire à plus de 40 ans, et je pense qu'il l'a prouvé dans une voiture inférieure à une Penske. Alors, je crois que la victoire de Castroneves, elle est populaire autant du fait historique parce que maintenant il est un quadruple vainqueur des Indy 500 au même niveau que Mears, Unser Senior et Ford, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui est adoré de tout le monde. Et tu as vu Will Power, Simon Pagenaud, Juan Pablo Montoya qui sont allés le féliciter. C'était quelque chose d'exceptionnel. Même Roger Penske sur le podium est allé le féliciter. Et je ne pense pas que Castroneves avait de la rancune ou de la rancœur envers Penske de l'avoir laissé partir. Je pense que c'était une opportunité. Après tout, ça fait des années, ça fait presque 2 décennies que Castroneves et Penske étaient ensemble. Moi, quand j'ai commencé à regarder l'IndyCar /kart, c'était le duo Castroneves et De Ferran. C'était un des meilleurs duos en IndyCar. Alors, je pense que cette 4e victoire, elle va passer à l'histoire. On va se souvenir, on va encore parler de cette course pendant des décennies à cause du retour des fans au Brickyard pour les 500 000. Oui. Le pilote qui gagne, la compétition. Il va revenir l'année prochaine. Et il va revenir. Il va tenter sa chance pour gagner une 5e fois. Donc, je pense que cette victoire, elle est due pour une bonne raison. Et je pense que, et même moi, qui après la course, j'avais d'autres choses à faire très importantes, mais je voulais pas, regarder les célébrations parce que j'avais encore le feeling de voir Castroneves gagner. C'est sûr, mon préféré, je voulais que Rinus VeeKay gagne. Malheureusement, il a terminé 8e, mais ça m'est égal parce que Castroneves, c'est un pilote que tout le monde adore. Il a participé à Dance with the Stars sur ABC. Donc, Castroneves qui gagne, on va s'en souvenir pendant des années et des années. On a assisté à un moment historique, surtout 30 ans après la 4e victoire, justement, de Mears sur ce même circuit. Alors, je pense qu'on a quelque chose de quoi parler un jour si on explique à nos enfants comment c'est le Indy 500. Oui. Ma fille était avec moi. Donc, tu vois, au moins, elle a assisté à un moment historique et je pense qu'on est loin d'oublier cela. Sinon, on parlait justement de Alex Palou qui termine 2e. Il est avec raison un peu déçu, frustré de terminer 2e, mais il concède quand même que il termine 2e derrière le meilleur pilote pour gagner cette course. Helio Castroneves. Je sais que ça fait mal, mais au moins il va partir. Il part d'Indianapolis avec la tête du championnat 2021. Oui, mais ça fait mal. Tu sais, comme le disait toujours Senna, c'est lui le 12e, c'est le premier qui a perdu, que c'est lui qui a plus de mal. En plus, quand lui était pas là pour chance, il a travaillé beaucoup. On l'a vu pendant presque la moitié de la course. Il y avait à peu près les 3 dans la tête qui étaient là. Il était Palou, il était Helio, il était Pato O'Ward aussi. Ouais. Ça fait très mal pour lui parce que il venait de loin, il a travaillé beaucoup, il n'y avait pas la meilleure voiture non plus. Lui, Pato O'Ward, il réussit à tenir les coups dans la 3e place, mais il s'est fait prendre aussi dans le dernier tour. Oui, exact. Puis on l'a vu aussi
Les Ganassi ont été pas mal rapides, entre autres en fin de semaine. Et Palou a profité vraiment d'une bonne stratégie, du timing aussi avec les deux voitures les deux neutralisations de la course. La première causée par l'accident de Stephen Wilson dans la ligne des puits et le deuxième causé par la roue mal vissée de Graham Rahal. Mais je pense que Palou, comme on l'a dit, c'était un vainqueur tout aussi logique que Castroneves. Et je pense aussi, pour sa deuxième présence au Indy 500, il s'est comporté presque comme un pilote qui avait l'expérience d'un Castroneves. Alors... il était bien concentré, il a travaillé beaucoup, même si à chaque fois que Castroneves réussit le dépasser, lui, et il le dépassait aussi, il répondait, il restait pas là juste à dire non, mais lui a gagné, non, lui, il se battait aussi pour la victoire. Je pense que ça fait mal. Comme tu dis, c'est les nouvelles générations qui arrivent et je pense qu'en général la course était très propre. Oui, c'est ça. Ça a été une course très propre aussi. Donc on a vu personne. Beaucoup d'erreurs, pas de la seule chicane qu'on a vue, c'est Rossi et Dixon. Oui, et ça aussi, on va en reparler de ce moment. Mais tu vois, tu parlais de coups, il n'y a pas eu de coups mauvais, mais apparemment, un des spotters de Marco Andretti a dit que Antonio Ferrucci, qu'on a tous bien connu dans le giron de la Formule 1, aurait essayé de sortir Pietro Fittipaldi aussi, mais... Moi, j'ai pas remarqué. Non, c'est ça, ça n'a pas été diffusé, mais apparemment, c'est une communication radio entre le spotter qui se trouve au haut des gradins du Indianapolis Motor Speedway et Marco Andretti, mais ça c'était peut-être le seul coup, je dirais entre guillemets un peu salaud, mais on va pas porter attention au tenir rigueur. D'ailleurs, Ferrucci a terminé 6e alors qu'il partait de loin en fait du milieu de peloton, donc quand même félicitations. Mais pour revenir à Palou, évidemment, je pense que, et il le dit aussi, c'est la course automobile. Quand ça fait mal, c'est bon parce que il sait qu'il y a quelque chose de mieux. On sait qu'il a gagné la première course de la saison en Alabama. Et je pense que ça aurait été comme on l'a dit, ça aurait été une victoire exceptionnelle de sa part, mais deuxième dans la course la plus difficile à gagner. Avec ça, tu sais maintenant comment gagner le Indy 500. Je pense qu'il a tiré ses leçons de cette expérience et je pense que ça a été quelque chose de relativement intéressant et je me dis lorsque la IndyCar retournera sur le circuit en ovale, je pense que c'est à Saint-Louis, en fait, au mois d'août, il va revenir et il va comprendre ce que c'est courir en ovale aussi. Alors, je suis très content pour lui, honnêtement. Oui, c'est sûr, on est content pour lui. 12e, c'est pas n'importe quoi. Mais on reste avec les petits goûts d'amertume. Oui, ça fait très mal. C'est comme Felipe Massa 2008. Oui, Hamilton a gagné à la fin. La vérité quand même, mais on restait con ce petit goût il avait s'échappé. Ouais, mais disons que dans le cas de Palou, c'est normal. Il n'a pas... Ce n'est pas comme, par exemple, Massa à 27 ans qui a enfin sa chance de gagner le championnat. Palou, et tu vois, quand Castroneves a gagné sa première course en 2001, au Indy 500, Palou avait 4 ans. Donc, imagine, il est allé au Japon, il a fait des courses en Europe, et là, il devient une des têtes d'affiche maintenant. Il commence à devenir une tête d'affiche en IndyCar.
justement à cause de son pilotage, et maintenant il va le devenir encore plus avec le Indy 500, sa belle deuxième place, et comme on l'a dit, il mène le championnat. Et tu sais quoi? Tu sais quoi? Quelque chose de spécial qu'il a, que jusqu'à maintenant, il a réussi plus que son compatriote qui essayait de gagner la triple couronne. Oh. Ça a été, comment je peux dire, Palou, lui, il est catalan. Ouais, oui. Palou, lui, est catalan. Avant, il y avait un coureur, un pilote aussi. Oriol Servia. Oriol Servia qui était catalan, mais il n'était pas bien aimé des Espagnols. Mais on ne parlait pas de course là-bas à cause de lui. Non. IndyCar, ils ont commencé à parler jusqu'à Alonso est arrivé. Ouais, excuse-moi. Mais c'est parce que il y a eu un coup sale, parce qu'on regarde aussi le hockey, donc mais oui, il y a eu un coup salaud qui m'a. Oui, c'est ça. Mais oui, vas-y. Et regarde, pour Palou, c'était très bien, mais c'était dommage aussi parce que lui a presque gagné. L'Espagne, il a même pas remarqué ça dans la première page après. Oh oui. Oh, mais écoute, ça aurait été une belle victoire. Puis même Oriol Servia était derrière lui. Oui. Ah oui, donc, écoute, c'était exceptionnel. Donc, oui, je suis content. C'était aussi exceptionnel pour lui, juste parce que lui, il a commencé comme sa carrière professionnelle en IndyCar. Il n'a même pas fait les F2, il n'a même pas fait il a fait juste un peu la F3, il a fait, après la Super Formula, il était revenu tout directement à l'IndyCar. Et là, il a fait son travail, il s'est fait remarquer. Et maintenant, lui, il a la place. Il a gagné la place. Je suis très content. Je suis super content pour lui. Et écoute, l'année prochaine, il va comprendre maintenant ce que c'est de rouler derrière des retardataires et de profiter de l'occasion. Un peu ce que J.R. Hildebrand a appris lorsque il se dirigeait vers la victoire il y a 10 ans de cela. Il menait la course, il allait devenir ce que Alexander Rossi a fait aussi en 2016, gagner l'Indy 500 sa première présence. Et malheureusement, il a essayé de dépasser un retardataire par l'extérieur et il a tapé le mur jusqu'à ce que le regretté Dan Wheldon franchit la ligne d'arrivée pour gagner. Hildebrand a fini deuxième. Donc, je me dis, Palou maintenant, je pense qu'il ne voulait pas avoir ce même feeling aussi. Donc, je crois que c'est assez bien aussi dans la situation. Non, lui, il s'est bien sorti de la situation, mais il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Et lui, c'était pas n'importe qui venait derrière lui, mais que c'était quand même une belle course, même si on reste toujours, on n'oublie pas que c'était peut-être la victoire, mais c'est ça, il s'échappait. Ouais, exact. Ouais, non, c'est assez incroyable, alors, c'est fou, je lui souhaite quelque chose de bien. On va passer maintenant on va continuer dans le mouvement jeunesse, on va parler de Pato O'Ward, justement, qui termine 4e et qui était dans le coup pour gagner cette course. Alors, il était dans le coup, il se battait pour la victoire, mais en fin de compte, il a juste manqué de vitesse au final pour se faire dépasser par Simon Pagenaud, qui est arrivé de nulle part pour terminer dans le top 3. Alors, pour Ao McLaren, avec un Pato O'Ward qui est flamboyant cette saison, avec un Juan Pablo Montoya qui finit 9e, avec l'expérience qu'il a au Indy 500, ça aurait pu être c'était un coup à jouer pour Ao McLaren et malheureusement,
Je pense que c'est là la red de Rosenbix ouais, qui a fait qui a joué. oui, qui a fait que tout était raté parce que il venait aussi de loin, pas tout, il est sorti, je pense que 14 ou quelque chose comme ça. Ouais, il partait de la 12e place. 12e, oui, et Montoya, il est parti 24. Ouais, à peu Il était près. très loin. C'est là aussi parce que Montoya, il y a beaucoup d'expérience, mais c'est la qualification qui a fait très mal là, parce que lui a quand même réussi à gérer son retard, mais ça n'a pas suffi. Mhm. Ça n'a pas suffi pour s'approcher non plus. Mais pour Pato Howard, il était plus proche, il était presque là, mais c'est comme tu dis, il n'y avait pas. Lui, c'était différent que Palo. Oui, il était presque, mais il n'y avait pas la voiture à la fin pour réussir. Et dans un moment donné, c'est ce que j'ai pensé. J'ai dit, peut-être Rosenquist, il utilise la stratégie FP1. Ouais. J'ai dit, peut-être il fait ça. Moi, quand il était en avant, j'ai dit, au moins, il va retenir tout le monde un petit peu. Ah oui, clairement. Écoute. Mais ça n'a pas marché. En plus, c'était raté au complet. C'était pire encore. Mhm. Exactement. Puis je trouve. Puis et tu sais quoi, Anna Maria? Lando Norris était l'invité de Sky Sports F1 qui diffusait la course en Angleterre. Et ce qui est drôle, c'est parce que l'année dernière, presque à pareille date, il y avait la course virtuelle organisée par l'IndyCar. Et Pagenaud avait... oui, je me rappelle Oui, on en avait parlé. Il avait carrément fait exprès pour le sortir parce qu'il se dirigeait vers la victoire. Et l'ironie du sort, c'est qu'un an plus tard, Pagenaud finit devant un pilote McLaren. Donc, j'imagine mal un peu le malaise de Norris de parler de Pagenaud, non seulement parce que ça lui rappelle des mauvais flashbacks, et de voir le Français terminer devant son collègue chez McLaren, en fait. Oui, aussi que esta fois-ci, quand il y avait la course virtuelle, c'est ça que les choses ils se sont, je ne sais pas, le monde était trop sensible avec les confinements qui venaient d'arriver, je imagine, mais il n'était pas content parce que c'est ce qu'il disait Pagenaud, c'est comme Jimamou, c'est pas pour vrai. Ouais, mais en même temps, c'est ça que disait, parce que lui, il prenait ça comme... à la légère. Moi, je comprends, parce que c'est ça. Moi, s'il faut jouer, moi, je dis, ben, je joue, c'est pas pour vrai, je suis pas ça sous circuit. Pendant que les pilotes jeunes comme Norris, peut-être, ils vont prendre ça trop sérieux, pour vrai, mais... Y c'était là le malaise de Norris parce que lui il disait comme quoi, mais peu importe, c'est tout jeu, c'est pas pour vrai, mais je pense qu'après lui, Pagenaud, il avait pas le goût de faire encore les... Ouais. Mais et justement, on va parler de Simon Pagenaud parce que le Français termine 3e, mais à un moment donné, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe dans la lutte pour la victoire. Donc j'ai été très surpris de voir comment ça s'appelle, de voir le Français sur la Penske venir jouer un peu les troubles faits dans cette. Mais c'est ça. Il venait de nulle part, je sais pas, il est apparu dans les dernières. Ben, c'est ça. Quand le trafic il est apparu, que tout est. Pour moi, c'est la faute de Rosenbuis que. Ben, c'est ça aussi, c'est parce que... Il a fait comme il a fait comme l'effet accordéon, que tout le monde, avant, tout le monde roulait très bien, et à un moment donné, tout le monde était comme compacté. Mm-hmm. Et c'est là qu'il a apparu Pagenaud de nulle part. Il a dépassé à la dernière minute. C'est sûr que lui aussi a beaucoup d'expérience en comparaison à Pato Howard. Et en plus, Pato Howard, il est resté
pas beaucoup à donner. Son auto, il y avait pas la vitesse. Ouais, exact. Et c'est ça aussi qui a un peu avantagé aussi Pagenaud. Il faut pas oublier que Pagenaud a gagné en 2019 les 500 000 d'Indianapolis. Alors ça l'a aidé aussi, comme un peu comme Castroneves de comment je dirais d'utiliser le trafic pour se rapprocher du groupe de tête. Alors vraiment je pense que ça a été la grande surprise en fait de ces derniers tours de ces 500 000 d'Indianapolis. On va continuer toujours dans le mouvement jeunesse. Ça va me faire un peu mal de parler de ça, mais Rinus VeeKay qui menait la course pour Ed Carpenter Racing, menait la course, était un candidat potentiel à la victoire, mais termine 8e au final. Ça me fait mal, je suis le président, entre guillemets, le président du fan club de RVK. Je sais pas comment expliquer cette chute parce qu'il a fini 8e au final. Je sais pas comment tu pourrais expliquer. Est-ce que ça a été la stratégie en fin de course qui a été problématique pour le Néerlandais? C'est pas peut-être la stratégie, peut-être l'expérience, comme tu viens de dire. Il y avait des pilotes qui avaient une grande expérience pour gérer la course aussi. Il faut pas l'oublier. Et la Indy, ça se gagne pas de premier coup. Disons qu'on dit les courses ne se gagnent pas au premier tour. Et la Indy, le jour avant, j'écoutais Montoya qui parlait, il disait au moins pour avoir la chance de gagner, il faut que quand tu es à 60% de la course, il faut que tu te retrouves au moins dans les top 15. Et pour avoir la grosse chance, il faut que tu te retrouves quand il manque 30 tours, il faut que tu sois au moins dans les premiers 5 en train de te battre. Ouais. Mais quand même, VeeKay, on l'a vu, c'est un pilote qui est très rapide et c'est pas pour rien, il s'est qualifié 3e sur la première ligne aux côtés de Scott Dixon et de Colton Herta. Alors, mais tu vois qu'est-ce qui s'est passé avec la première ligne, elle a disparu. Et justement, Colton Herta aussi, ça aussi c'est un grand mystère parce que à un moment donné, il était parmi avec VeeKay et Dixon un des prétendants pour la victoire dans la première partie de la course et dans la deuxième il a disparu complètement. Donc je sais pas si c'est à cause de la deuxième. Qu'il y avait et Colton Herta, c'est pas lui qui a eu un problème dans l'arrêt aussi, qui s'est gâché toute la. Peut-être Oui, parce que je sais. Il y a eu un problème dans les stands parce qu'il y avait en premier c'était Rossi Dixon avec l'accident qu'il y a eu avant et aussi Simona de Silvestro, il y a eu un accrochage dans l'entrée à l'stand aussi. Ouais. Et Herta, je pense que lui aussi, il y a eu des problèmes dans l'arrêt ou à cause de l'arrêt, il y a eu quelque chose que ça fait qu'il est parti hors des top 5. Ouais. Mais je sais pas, peut-être c'est à cause aussi de la deuxième neutralisation qui a peut-être anéanti ses chances parce que je pense que c'était une stratégie très bonne aussi, mais Herta et VeeKay pour moi peut-être ce sont ce sont quand même les grands perdants de cette course aussi. Et on va en parler entre autres Scott Dixon et boy. Lui, ça a été la grande malchance parce que avec l'accident de Stefan Wilson dans la ligne des puits, ça a complètement fermé ça a fermé la ligne des puits et tous ceux qui voulaient s'arrêter pour un ravitaillement d'essence ont été obligés de faire un tour complet et quand ça a été le cas, malheureusement pour Dixon,
sa voiture s'est arrêtée, donc ils ont été obligés de la redémarrer. Et Alex Rossi a eu la même malchance, malheureusement. C'est un manque d'essence. Donc, ils ont perdu un tour sur le meneur. Et on disait que c'était carrément fini. Évidemment, on parle évidemment de un tour, mais Jacques Villeneuve a gagné le Indy 500 avec 2 tours de retard, en passant. Oui, mais lui aussi était très, 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 très intelligent aussi pour gagner la course. C'est ça. C'était pas juste avec la vitesse, avec la tête aussi. Mais dans le cas de Rossi et surtout de Dixon, disons que ça a été un peu plus compliqué parce que il y a eu juste deux neutralisations. La première dont ils ont été appliqués, puis la deuxième avec Wayhall. Et je pense que c'est ce qui a un peu ruiné leur chance parce que il fallait qu'ils aient dépassé le meneur pour pouvoir revenir sur le tour du meneur, et ça a été très compliqué pour Rossi et Dixon. Et tu sais, donc le geste quand Rossi faisait à Dixon pour dire let's go, on y va, c'était de pousser à fond. Puis Alex Rossi qui est frustré en piste, c'est un Rossi qui est dangereux et qui est capable du meilleur. Aussi du pire, malheureusement, on l'a vu quand il y a des problèmes, il pousse un peu trop, mais c'est un pilote qui pousse à fond avec tellement d'intelligence. Parfois, ça joue contre lui, mais cette fois-ci, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça n'a rien donné. Je sais pas, je trouve la course, comme je te dis, était très propre. On dirait que le déconfinement, le public, ça faisait que les pilotes étaient, je pense, un peu très fébriles parce qu'il y avait le public derrière. Il y avait pas beaucoup d'erreurs, il y avait pas d'accidents, il n'y a pas de pilote qui touchait les murs comme d'habitude, qui a toujours des drapeaux rouges, des drapeaux pendant la course. Fait que... Ouais, mais tu vois, et c'est ça aussi, c'est un record parce que c'est la course la plus rapide de l'histoire des 500 000 en 2h37. Oui, parce qu'il n'était même pas arrêté. C'est la première fois que je reste en face de la télé sans bouger presque pendant toute la course. Oui, parce que d'habitude, je mets ça et je fais mes choses et après, je reviens parce que c'est long quand même. Ouais, c'est quand même une course longue. C'est à peu près 3 heures avec évidemment quelques neutralisations aussi de n'importe quelle manière. Tu parlais de déconfinement et de fans. Je pense que les fans en ont eu pour leur argent, non seulement à cause de Helio Castroneves, mais aussi à cause de Connor Daly. Daly est un natif d'Indianapolis. Son père, Derek, est un ex-pilote d'IndyCar et de Formule 1. Donc, quand il y avait la présentation des pilotes, il a reçu la plus grosse ovation. Mais quand il a mené la course, et je pense ça a été le pilote qui a mené le plus grand nombre de tours durant cette épreuve, on l'a entendu. Il y a une ovation monstre. Et je pense que c'est ça qui me manquait dans ces courses. C'était d'entendre la passion des fans durant la course. Mais malheureusement, les espoirs de victoire de Connor Daly se sont évanouis lorsque il y a eu l'accident de Ray Hall avec la roue mal attachée à la sortie de la ligne des puits, et la roue est allée frapper le museau de la voiture de Daly. Évidemment, on a vu la marque du pneu sur le museau, mais ça a entraîné des pertes aérodynamiques relativement importantes, ce qui a fait en sorte qu'il ne pouvait plus se battre pour la victoire. Donc, il a perdu du terrain. Et je pense que Daly aurait définitivement pu faire partie des vainqueurs des 500 000. On dirait... Quand on parle de Castroneves, de Palou, de Howard, de Herta, de VK, de Pagenaud, même de Daly, et à la limite aussi Graham Rahal avant son accident, qui était aussi dans le coup. On avait peut-être une dizaine de vainqueurs potentiels de Indy 500, et je pense que Connor Daly était un de ceux qui était le plus propice à cette victoire. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, oui, lui aussi, mais il était comme, disons, malchanceux, lui, Ouais. parce que c'était même pas sa faute. Et aussi, il faut faire une petite parenthèse parce que c'est la première, je pense, que les autos sont avec l'aéroscreen. Ouais. C'est ça. Et il y avait la discussion de que oui, ça touchait les museaux, mais il n'y a pas touché l'aéroscreen. Il y a qui dit que oui, qui a touché l'aéroscreen. En tout cas, pour lui, ça doit être rassurant savoir qu'il y avait quelque chose qui protégeait sa tête au moins. Oui, exactement. Parce que la rue a juste touché presque et on sait qu'il y a déjà eu de gros accidents indicar avec des choses que survolen et que finissent por, por faire le malheur. C'est ça, c'est tellement, mais c'est tellement ça aussi. Tu vois, je pense que même si ça, même que comme tu l'as dit, ça a touché le museau, mais on sait pas qu'est-ce que ça aurait pu donner aussi. Donc, moi, je me dis, je l'ai mentionné aussi sur Twitter. En temps normal, si ce genre de truc s'était produit en Formule 1, Rahal Letterman Lanigan aurait reçu une pénalité. Une amende, devrais-je dire, parce que ça, c'était une sortie dangereuse, la roue était mal fixée, et en plus, sur un virage très rapide, on aurait pu avoir, écoute, c'était pas la journée en plus pour avoir un tel incident comme ça, comme je l'ai dit avec la mort de Jason Dupasquier en MotoGP, en Moto3, je veux dire, c'était pas le moment d'avoir un incident de ce genre qui nous ferait passer à de mauvais souvenirs qu'on a vus en IndyCar. Donc, je suis très content que ce truc ne se soit juste limité à toucher le museau, mais ça a eu des répercussions sur la course de Daly qui faisait très bien. Écoute, Ed Carpenter Racing en général, parce qu'il y a VK, il y a Daly, mais il y a aussi Ed Carpenter qui était là dans la course, qui était aussi dans le lot, mais à cause d'un arrêt au puits un peu lent, a perdu toutes ses chances d'aller chercher un très bon résultat. Alors, je trouve que Daly a très bien fait, et c'est un pilote qui a roulé sa bosse en IndyCar, autant à temps partiel que maintenant à temps plein. Alors, je trouve que cette course à IndyCar vraiment lui a peut-être donné des ailes. Ouais. Mais C'est sûr, mais c'est aussi, il le donne plus que tout, c'est l'expérience, parce qu'on dit que la IndyCar, ça n'a rien à voir avec à peu près comment ça se joue dans les championnats de Indy, parce que chaque pilote, individuellement, il veut gagner sa course. Exactement. Puis les points sont doublés en plus. Oui, en plus, c'est beaucoup de points pour les championnats. Fait que, il faut pas oublier qu'il y a une grosse bourse aussi. Aussi. Et Daly aussi, et évidemment, question de financement, c'est pas seulement qu'en Formule 1 qu'on en parle. En IndyCar aussi, il y en a, parce que, évidemment, tu te fies à tes sponsors pour obtenir un volant. Donc, évidemment, cette bourse aurait pu aider aussi Conor Daly pour, par exemple, sécuriser un volant, même si je me trompe pas. Daly, tu vois, il faisait juste les 500 000 d'Indianapolis cette saison. Donc, lui, il a souvent, je l'ai vu, il a souvent fait des courses à temps partiel en IndyCar. Donc, je sais pas, est-ce que ça aurait peut-être changé la donne? Oui, ça aurait aidé beaucoup, parce que quand tu vois un pilote qui fait juste des courses à temps partiel, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à faire les bouger, parce que aussi en IndyCar, il faut bouger sponsor, n'importe quoi, pour avoir la voiture. Exactement. Puis, je pense aussi, tu vois, dans les circonstances, Conor Daly, moi, je pense que c'était, il est passé par l'Europe, par la GP2, par la GP3 aussi, et il est revenu en IndyCar. Il est allé en IndyCar, il s'est adapté. Et je pense que cette course, je pense que ça lui aurait donné beaucoup plus d'ailes aussi. Et aussi, parfois, il y en a qui font des
du pilotage à temps partiel parce ils participent à d'autres programmes. Et Daly, je pense, participe aussi à la NASCAR Truck Series aussi, si je me trompe pas. Alors, peut-être que ça explique aussi pourquoi on le voit. Comme Santino Ferrucci, qui participe seulement aux 500 000 d'Indianapolis, actuellement il fait les 500 000, mais il fait aussi un programme à temps partiel en NASCAR Xfinity Series, deuxième division de NASCAR. Alors, ça aussi, c'est peut-être pour un choix personnel aussi, parce qu'il veut faire plus de compétition aussi. Oui, la majorité des temps, c'est parce que s'il réussit pas à faire les budgets pour faire à temps plein la IndyCar, mais c'est ça. Ils font des courses qui donnent le plus de visibilité. De visibilité aussi qui pour ramasser l'argent parce qu'il y a des vieux pilotes qui faisaient juste ça. Ils vont faire la Indy 500, et avec ça, ils vont rester toute l'année. Ouais, exactement. On va parler maintenant de la recrue de la course qui était Scott McLaughlin, mais disons que le pilote néo-zélandais qui court pour Penske à temps plein justement cette saison ne l'a pas eu facile et je pense qu'il l'a découvert aussi. Et la ligne des puits, ça a été un problème durant cette course. Je sais pas si tu l'as remarqué. Oui, la ligne des puits. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais la course comme telle, il était très, très, très propre, mais tout s'est passé à la ligne des courses, les accrochages. On est habitué quand même de voir des arrêts un peu brouillons à la IndyCar, mais tu vois que les mécaniciens, ils sont très bien entraînés, hein, pour éviter les sautes. Ah oui, c'est clair. Et tu vois, c'est ce qui a coûté peut-être un top 10 à McLaughlin parce qu'il termine 20e, mais il a une pénalité de drive-thru pour excès de vitesse. Alors, ça, c'était complètement sa faute. Mais je pense que pour sa première course aux 500 000 d'Indianapolis, il aurait pu terminer facilement dans le top 10. Et je crois que même s'il finit bien devant Pietro Fittipaldi, qui est l'autre recrue, qui a terminé 25e, disons que McLaughlin aurait pu faire mieux. Je pense que il avait relativement une bonne stratégie, je crois, dans cette course. Alors, je sais pas, j'ai comme l'impression que je crois que c'est l'expérience, certes, mais dans son cas, je pense que c'est plus une erreur un peu bête de sa part. Je crois qu'il aurait pu finir aisément dans le top 10 à mon avis. Mais c'est la première fois parce que tu vois, et comme Marcus Ericsson, que oui. il est arrivé 11e quand même. Mais l'année passée, lui, il était bien en avant, bien dans les top 5, je pense. Il sortait pas des top 10, mais il a fait une erreur qui lui coûtait la course en rentrant aussi dans la red. Il a accroché les murs et c'est là qu'il s'est fini sa course l'année passée. Ouais, Marcus c'est ça, et c'est pour ça que j'ai dit toujours l'expérience, peut-être le stress, je sais pas, mais c'est ça, mais c'est ça, comme j'ai dit, je pense que McLaughlin aurait pu facilement terminer dans le top 10, personnellement, je crois que c'était pas vraiment, c'était peut-être une course à oublier de sa part, mais il va en tirer de grandes leçons. On va parler aussi de Simona de Silvestro, qui elle aussi a été une prisonnière aussi de cette fameuse entrée de la ligne des puits aussi. Je pense que je l'ai manqué, mais elle a abandonné aussi, je pense, à cause il a abandonné. C'était la fin après l'accrochage, c'était fini. Ouais. Il a accroché les murs, c'est fini, mais il venait quand même en train de récupérer des places parce que il avait sorti la dernière. Et à un moment donné, il se retrouvait au moins dans les top 20.
Exactement. Dans le top 20, en plus, tu vois. Ouais. Il était dans le top 20, mais c'est ça, la rentrée au puits, c'était comme, il a raté complètement. C'est là que c'était quand même son erreur. Il a Mhm. bien travaillé, l'équipe il a bien travaillé, mais c'est ça. Ouais, exactement. Donc, et vraiment chapeau à Pareta Autosport pour tout l'engagement que ça a pris. Une équipe majoritairement féminine. On en avait parlé lors de notre dernier épisode de podcast. Oui. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel à faire et j'espère que ça ne va pas se limiter seulement avec les 500 000 d'Indianapolis, peut-être même avec une saison à temps partiel en IndyCar. Je crois qu'il y a un potentiel. De Silvestro, c'est pas une mauvaise pilote. Au contraire, je pense qu'elle a quand même bien fait lors de cette course. Alors, je dois dire, j'ai été relativement satisfait du travail de Pareta Autosport. Je crois que pour Beth Pareta, la propriétaire de l'écurie, c'est une énorme expérience et une bonne visibilité aussi dans un des événements sportifs les plus populaires aux États-Unis et au monde aussi. Alors, je suis très content. Oui, il faut que ça continue aussi. Il t'avait parlé de l'équipe complètement féminine qu'il y a En en Argentine. Argentine. Mais on espère, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fans, il n'y a pas beaucoup de fans encore comme on dit, dans l'étape d'aller à IndyCar ou à Formule 1, mais Mhm. j'espère que ça, au moins, ça donne le goût de continuer à essayer. On a Ok. déjà eu des fans dans la Indy 500 Ouais. et il était, je pense que c'est Danica Patrick qui a fait les meilleures performances. Ouais, Dan- Quatrième. ouais, Danica Patrick qui avait réalisé effectivement la meilleure performance au Pour Indy une 500. Je pense qu'effectivement elle avait fini quatrième. Je pense que c'était en 2005 Il a ou en fini, 2006. je pense qu'il a fini quatre premiers Indy 500. Oui, je te dis ça à Et parce qu'il a l'instant. gagné les titres de rookie, Oui, de oui, meilleur rookie, quand il a gagné, quand il restait quatrième dans la course. exactement. Ouais, exactement. Je te dirais. Il y en a eu quand même. Il y en a eu quand même Il y avait un beaucoup. quand même, parce que l'année passée, il était Pipaman aussi, qu'il essayait toujours je pense qu'il a fait deux ou trois Ouais, fois la Indy 500. ouais. Je te confirme. Et Danica Patrick, quatrième, son meilleur résultat. Sinon, tu as Lynn James qui avait fini sixième et Sarah Fisher il y a Sarah Fisher qui avait terminé neuvième. Anna Beatriz avait fini 13e. Janet Guthrie, 14e. La première femme à participer à se qualifier même pour les 500 000 d'Indianapolis. Tu avais aussi Janet Guthrie, Simona De Silvestro, Pippa Mann, Milka Duno et Catherine Legg aussi. Donc, ça, ce sont les femmes qui ont participé ou qui ont participé ou qui ont tenté de se qualifier pour les 500 000 d'Indianapolis. oui, on espère au moins qu'on on voit plus de femmes, au moins aussi dans la F1, que on parle beaucoup de diversité, d'inclusion, mais on continue à comme vous le dites, on continue à pas avoir de femmes en F1. Ça s'en vient un jour. Mais Je nous le souhaite. mais on parle beaucoup d'inclusion, c'est ça que yo des fois dis Hamilton, il parle beaucoup d'inclusion, mais on oublie qu'on a eu jamais une femme à temps plein en F1. Et c'est pas parce qu'il y a pas, c'est parce que il manque beaucoup de comment dit-on? Il manque D'argent. de l'argent, mais aussi de la L'argent, volonté. comment? De l'argent et de la volonté aussi. De l'argent, de la volonté, des sponsors, des monde qui croient. Mais parce que j'ai dit, quand tu as une équipe comme, je sais pas, comme Haas, Mhm. et avant il était au moins Minardi, et c'est des équipes où Minardi, c'est une équipe où on voyait toujours des nouvelles pilotes
apparaître. Des fois, il disparaissait, des fois, il c'était un Alonso. Mhm. Mais c'était des petites écuries qu'on savait qu'ils étaient là, pas pour se battre en avant, au moins pour être comme une porte d'entrée dans la F1. Ouais. Et maintenant, c'est pas pareil, c'est ça. Et c'est pas juste parce qu'il n'y a pas de fans qui essayent, mais c'est juste parce que quand les fans y arrivent à F4, F3, et c'est ça. Ça s'arrête là. Il n'y a pas beaucoup. Ça s'arrête là, exactement. Ça s'arrête là. Anna Maria, j'ai une question à te poser. Si on te donne des billets pour la course de ton choix. On te demande, OK, je t'offre, tout est payé, la bouffe, ouais, exactement, le voyage est tout payé. On t'offre le choix d'aller au Grand Prix de Monaco, aux 24 heures du Mans, aux 500 000 d'Indianapolis, au Daytona 500. Quelle course parmi ces 4 tu choisirais? Ah non, je choisis Indy 500. Indy 500, pourquoi? Oui, mais parce que je vais m'amuser. C'est ça. Mais moi, c'est ça, mais c'est sûr que, je dis, si quelqu'un paye tout parce que j'aille à Monaco, oui, je vais m'amuser, mais pas avec la course. Ouais. Mais c'est ça. Mais si tu me donnes les choix, Indy 500, Indianapolis et à Monaco, mais c'est Indianapolis qui va gagner. Ouais. Et les max, non, parce que c'est trop long, je ne suis pas prêt pour faire le camping et tout ça. Ah ouais, là, je suis d'accord. Non. Moi, je suis d'accord, moi aussi. Ça, Indy 500. Et si tu me dis Monza, c'est autre chose. Ouais, mais disons que j'ai pris parce que ce sont des... la triple couronne. La triple couronne, ce qui fait partie de la triple couronne. Donc, ouais. Moi aussi, j'aimerais vivre l'expérience des 500 000 d'Indianapolis parce que c'est une... Oh yo, il faut que je les fasse. Ouais, moi aussi. Ben, avant, il faut que j'aille voir le Grand Prix des États-Unis à Austin. Ouais. OK, donc... à Miami. un jour, on ira là-bas. Sinon, dans les autres, on va donner les résultats dans les autres courses parce qu'il n'y avait pas seulement que les Indy 500. On parlait de MotoGP, de moto et de courses précieuses. C'était le Grand Prix d'Italie à Mugello et c'est Fabio Quartararo sur la Yamaha qui a gagné la course devant Miguel Oliveira de KTM et Johan Mir sur la Suzuki. Le Français Johan Zarco termine 4e et Marc Marquez a chuté, tout comme Francesco Pecco Bagnaia qui menait la course juste avant son accrochage. Au classement des pilotes, Quartararo mène avec 105 points, Zarco suit en deuxième place avec 81 et Bagnaia en a 79. Donc le top 3 de MotoGP jusqu'à présent. La prochaine épreuve, c'est le Grand Prix de Catalogne à Barcelone ce week-end. Donc en même temps, juste avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Sinon, on parlait de NASCAR. Kyle Larson a gagné le Coca-Cola 600, la course la plus longue de NASCAR. Pour Hendrick Motorsport qui passe aussi à l'histoire avec, je pense, la 269e victoire pour l'équipe qui a vu passer de grands pilotes, entre autres Jeff Gordon, Jimmy Johnson, entre autres. Alors, Larson a permis à Hendrick Motorsport de passer à l'histoire au Coca-Cola 600, donc qui est aussi une course phare avec le Daytona 500 en termes de au NASCAR. Et finalement, il y avait la Extreme E qui avait lieu au Lac Rose, le Ocean Express au Sénégal. Et je dis pas ça avec parce que je suis d'origine sénégalaise, évidemment, mais c'est parce que c'est la première fois que je vois proprement dit de la course sur mes origines. Et c'est l'équipe Rosberg X Racing avec Johan Christophersen et Molly Taylor qui ont remporté la course
qui avait lieu au lac Rose. Oui, c'est un lac rose à cause de toutes les particules de sel qui se retrouvent dans le lac, en fait. Donc, félicitations à Rosberg X-Racing pour leur victoire. Alors, c'est ce qui complète le tour d'horizon du Indy 500 2021 du bulletin GP. Alors, évidemment, on se retrouve dimanche pour l'émission d'après-course parce que c'est le Grand Prix d'Azerbaïdjan, le retour dans les rues de Bakou et à huis clos, je pense. C'est confirmé que ça va être à huis clos. On aura notre émission d'avant-course, d'après-course dimanche. Oui, exact. Dimanche à vers 10h30 heure du Québec, 16h30 heure de France. Évidemment, s'il n'y a pas de drapeau rouge qui ralentit la course, on se le souhaite. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp. Et vous pouvez nous lire aussi sur bulletingp.com pour lire les chroniques, écouter les anciens épisodes de podcast. Et nous sommes aussi disponibles sur toutes les plateformes de podcast préférées. Alors, Anna Maria, un gros merci d'avoir été là. Merci à toi et à tous ceux qui nous écoutent. Ça nous a fait plaisir. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et je vous souhaite une excellente fin de semaine de Grand Prix, peu importe où vous êtes. Et rappelez-vous, la course automobile, c'est bien, mais ça reste un sport dangereux. Salut tout le monde.